Je suis Medel Diawa, je suis dans FinTech. Alors, bonsoir, Monsieur Medel. Bonsoir, Monsieur Valent. Bienvenue dans notre plateau, FinTech Plus. Merci beaucoup. Alors, je présente FinTech Plus en petits mots. C'est un plateau dédié essentiellement à tout ce qui est économie numérique. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous recevoir dans notre plateau en tant qu'expert numérique. Pour tous nos auditeurs disséminés à travers le monde entier, si vous devez vous présenter en quelques mots, vous présenterez comment? Alors, je suis Medel Diawa, effectivement, Medel Diawa. Je suis avocat de profession. Il faut donner quelques casquettes ou certaines particularités de ma profession, c'est que je me suis spécialisé en droit du numérique, essentiellement en droit de la cybersécurité et en droit à la protection des données personnelles. Pouvez-vous nous raconter brièvement votre parcours, Monsieur Medel? Comment est-ce que vous êtes parvenu de l'avocature à l'expertise en cybercriminalité? Bon, il faut dire que l'histoire commence par quelque chose qui était bizarre. J'étais un jour en train de suivre la télé et je vois il y a plusieurs années, on a écrit expert en droit du numérique et ça a attiré mon attention. J'ai envie de découvrir c'était quoi le droit du numérique et je me suis intéressé à cela. Je me suis formé dans plusieurs domaines, dans le domaine du droit du numérique, oui, droit du cyberespace, mais aussi Cisco IT Essential et d'autres formations. Aujourd'hui, c'est un monde un peu, la cybersécurité est un monde un peu très vaste, parfois même incompris. Alors, selon vous, en tant qu'expert, comment est-ce que vous pouvez décrire de manière un peu brève l'état de la cybersécurité dans l'ensemble, dans le monde des business, dans le monde des entreprises pour les affaires? Alors, je pourrais dire que l'état de la cybersécurité est alarmant, mais très peu de personnes prennent conscience de tout ce qu'il y a autour de la question de la cybersécurité. On a eu l'occasion avec tout ce qui s'est passé avec Covid en 2020, où les gens avaient un peu plus compris les différentes menaces et tout ce qu'il y avait autour de la cybersécurité. Certains ont été même victimes parce que le niveau des attaques avait augmenté avec le Covid. Et je pense que l'État, il est alarmant, mais peu de gens prennent conscience de la gravité du problème ou du danger qui se présente. L'IA, la question de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'intelligence artificielle a atteint un niveau où nous devons craindre par rapport à la cybersécurité? Si oui, comment est-ce que vous voyez la chose? Ou comment est-ce que les fintech peuvent prendre les devants par rapport à ça? Alors, ce que je voudrais souligner qui est important, c'est que lorsqu'on voit l'aspect intelligence artificielle, il est important de voir en même temps l'aspect données informatiques. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a comme logarithmes ou applications qui sont liées à l'intelligence artificielle traite beaucoup plus des données que nous pouvons l'avoir aujourd'hui. Alors, ce qui rend la sensibilité des données et ce qui fait que les fintech, pour mieux se protéger, doivent noter le fait qu'il y a des questions très sensibles qui nécessitent des protections très particulières. Donc, il faut se munir d'une certaine expérience. Pourquoi pas recourir à d'autres experts pour pouvoir mieux protéger leur système d'information, parce que il y a beaucoup plus d'exposition des données quand on parle d'intelligence artificielle. Et par rapport à ça, est-ce que vous avez quelques recommandations? Oui, je peux recommander beaucoup de choses au FinTech. Déjà, permettons de donner un exemple. Je ne voudrais pas m'en prendre particulièrement à tout ce que nous avons comme société d'e-money et tout. C'est qu'il y a un problème avec les données, par exemple. Je donne un exemple. Aujourd'hui, quelqu'un peut facilement découvrir l'identité d'une autre personne. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a son numéro, s'il a un compte M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, tout ce qu'on veut, il peut entrer et vérifier. Avant de faire même la conclusion de son opération, il a le nom qui s'affiche. Par exemple, pour moi, dans ce cas-là, je propose qu'on puisse davantage masquer les noms, comme on fait avec les codes qu'il y a dedans. Donc, ce qui veut dire que quelque part, il y a des mesures. La loi, le code numérique, renvoie à des mesures organisationnelles et des mesures techniques que doivent prendre les entreprises de manière générale, les structures pour protéger les données de leurs utilisateurs. Dans l'aspect avocat, comment est-ce que réagissez-vous lorsque un de vos clients subit une attaque de cybersécurité?
Alors, l'un des problèmes auxquels nous faisons face, avant que je ne puisse répondre pour avocat, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de magistrats ou même des services qui sont assez formés pour ces questions-là. Mais qu'à cela ne tienne, il y a plusieurs manières de pouvoir le faire. Moi, qu'est-ce que je fais? J'examine d'abord le problème. Okay. Parce qu'aujourd'hui, en matière de cybersécurité, on doit noter, s'il faut aller un peu plus loin, les aspects pénaux liés à cela, on doit noter le fait que certaines infractions, certains problèmes existaient déjà. Cela fait que l'informatique n'a fait qu'amplifier des problèmes qui existaient déjà. Par exemple, celui qui insulte ces réseaux sociaux, par exemple, ça existait déjà. Donc, certaines attaques, on peut les percevoir dans leur particularité dans le domaine informatique, mais il est toujours possible de pouvoir rendre cela assez simple pour que la plainte puisse aboutir. Et tout. S'il faut peut-être clarifier la question, parce que vous pouvez avoir une anecdote qui peut rencontrer ce que vous venez de dire tout à l'heure. Ouais, par exemple, j'ai eu une fois un client qui m'a exposé un problème. Moi, je lui ai dit, écoutez, allez faire d'abord une plainte. Parce que c'est d'abord, vous avez d'abord été victime d'une infraction, d'une attaque informatique, peu importe la forme. On commence par la plainte et moi-même, j'ai commencé à aider l'OPJ à comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire. Pas entrer dans son travail, mais lui donner des ABC pour comprendre de quoi il s'agissait. Donc, suivre la procédure normale n'est pas aussi mal. De faire une plainte et de suivre la procédure avec l'expertise, c'est aussi aller. À nos auditeurs qui nous suivent partout dans le monde, quels conseils pratiques vous pouvez leur donner pour bien gérer leurs données personnelles ou professionnelles, alors qu'ils seraient peut-être tentés de s'engager dans une fintech ou bien de s'enregistrer dans une application mobile? Alors le premier conseil, c'est de leur dire que le cyberespace est un monde qui a plusieurs réalités. Il faut être très prudent. La première chose, c'est que je dis tout ce qui est gratuit sur Internet ou dans le cyberespace, il faut faire attention. Comme quelqu'un a dit, quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. C'est la première des choses. Soyez prudents. Deuxièmement, que les gens apprennent à avoir une bonne culture du numérique. C'est-à-dire que savoir avoir des limites, mais aussi savoir protéger leurs données. Parce que le premier responsable des données personnelles, par exemple, d'une personne ou d'une personne concernée par le traitement, n'importe quel traitement, c'est la personne elle-même. Elle doit savoir protéger ses données, elle doit savoir à qui transmettre ses données, elle doit savoir protéger ses mots de passe, avoir une certaine culture du numérique qui est assez forte. Parce que vous pouvez expliquer un peu de moi l'importance de la protection des données dans l'écosystème de FinTech. Alors, l'importance de la protection des données, cela résulte premièrement de ce que la loi a prévu. Les FinTech en tant que responsables du traitement. Ou soit même en matière de protection des données personnelles. Parce que vous pouvez avoir, donner un peu de votre avis en tant qu'expert, quelques conseils pratiques à tous ceux qui nous suivent. Déjà, je voudrais dire qu'une donnée personnelle est une information relative à une personne physique qui permet de l'identifier ou identifiable, si on doit le donner, présenter ainsi. Ça veut dire que c'est une information relative à une personne physique. Généralement, nous tombons sous le coup du traitement des données tous les jours. Pour les fintech, par exemple, au travers du nom, au travers de certains renseignements, même le numéro de téléphone est une donnée personnelle, les fintech traitent des données personnelles. Alors, la loi leur impose des obligations. Donc, comment protéger les données? Premièrement, respecter les obligations légales en tant que responsable de traitement. C'est-à-dire que ceux qui déterminent les moyens et la finalité du traitement sont responsables du traitement. Ils doivent d'abord commencer par appliquer leurs obligations. La deuxième des choses, comme je l'avais dit tantôt, prendre des mesures organisationnelles et techniques qu'il faut pour protéger les données, mais aussi la loi prévoit la désignation de ce qu'on appelle les délégués à la protection des données. Donc, cette désignation permet, parce que lui, c'est un acteur majeur dans cette protection, c'est un peu comme le chef de file, le chef d'orchestre de cette protection. Par cette désignation, les fintech se permettent déjà de pouvoir faire plusieurs choses. Permettez-moi de clôturer en disant, il y a par exemple des mécanismes prévus comme l'AIPD, une analyse d'impact sur la protection des données. Ça, c'est le délégué qui peut le faire. Quelles sont, selon vous, les données personnelles généralement collectées par les fintech et pourquoi ces données sont-elles sensibles? Alors, les fintech collectent plusieurs données. Généralement, ça passe par le nom, ça part par les adresses, ça part par exemple le numéro d'un compte bancaire. Les gens qui nous suivent vont bien savoir pourquoi ces données-là sont-elles sensibles pour qu'elles soient collectées par les fintech. Parce que généralement, on viendra avec moi que ce sont les mêmes données demandées par les différents fintech.
Oui, pour le besoin de leur fonctionnement, ils ont besoin de ces données. Pour le besoin de leur fonctionnement, ils ont besoin de données. Et comme je disais tantôt, pourquoi je renvoie à la loi? Parce qu'elle est importante. Aujourd'hui, cette question, elle est encadrée par la loi. Dans le traitement des données qu'ils font, il y a des principes, ça obéit à des principes, notamment un principe qu'on appelle le principe de la minimisation de la durée ou minimisation du traitement. Pourquoi? Parce que l'idée de, quand on veut traiter des données, il faut prendre ce qui est strictement nécessaire. Alors, il ne faut pas prendre des données qui ne sont pas importantes. Donc, ce qu'ils prennent, j'estime qu'ils ont estimé que cela a été important pour elles par rapport au fonctionnement de leur application ou quelque autre moyen qu'ils utilisent technologique pour les opérations financières. Alors, quels sont les risques qu'ils courent, tous ces utilisateurs de FinTech, en matière de données personnelles? Quels sont les risques réels qu'ils courent en s'activant ou bien en s'enregistrant comme dans une application ou bien dans une plateforme de il y en a plusieurs parce que déjà, en traitant les données, ils engagent leurs responsabilités. La loi prévoit plusieurs choses. D'abord, la personne concernée ou les personnes concernées par le traitement peuvent les poursuivre lorsque il y a des failles dans la protection ou de le traitement de leurs données. La loi prévoit aussi, il y a l'autorité de la protection des données qui peut sanctionner. Il y a plusieurs mesures administratives. Ça peut aller jusqu'au 4-5% du chiffre d'affaires. 5% du chiffre d'affaires. Il y a des mesures qui vont de 8 millions à 200 millions de francs congolais. Il y a des mesures administratives. Il y a des poursuites judiciaires qui peuvent aussi leur être imputées, mis à leur charge. Pourquoi? Parce qu'ils auront négligé la protection des données. Alors, pensez-vous vraiment que l'essor des paiements en ligne augmente le trafic ou bien l'infiltration en matière de données personnelles? Toute évolution technologique expose, ça c'est mon avis, expose à des cyberattaques. Pourquoi? Parce que les hackers, eux aussi réfléchissent en même temps que les technologies évoluent, eux aussi réfléchissent comment pouvoir attaquer. Alors quand il y a un flux des données, ça attire aussi les hackers. Quand il y a une grande activité, ça attire les hackers. C'est même pourquoi j'avais cité la période de Covid, parce que les gens étaient en train de faire beaucoup d'activités en ligne et ça a explosé davantage. Mais c'est dire, il y a une question un peu qui me vient à l'esprit. Comment l'RGPD Exactement. Et d'autres réglementations similaires influencent-ils les FinTech en matière de la protection des données? Alors déjà pour expliquer à tous les auditeurs, le RGPD c'est le règlement général sur la protection des données, c'est un texte européen qui est un peu le texte qui a inspiré presque toutes les lois des parlements qui traitent sur la question des données, parce que la plupart s'inspirent du RGPD. Alors, comment elle influence d'autres réglementations, comme la nôtre ainsi? Elle influence les FinTech en matière de protection parce que, elle les pousse à plus de mesures, à veiller sur ça. Vous savez, avant que ne vienne la loi, les gens pouvaient traiter les données comme ils voulaient, excusez. Et quand il y a la loi qui vient, quand on promulgue, par exemple ici au Congo, l'ordonnance loi de 2023, on se rend compte qu'il y a besoin, il y a une obligation qui fait que les FinTech, par exemple, doivent maintenant veiller, faire plus d'attention, prendre les mesures qu'ils font. Par rapport à la loi précédée tout à l'heure, est-ce que cette loi-là est vraiment viable? Est-ce que les Congolais, les utilisateurs de FinTech connaissent vraiment comment cette loi aujourd'hui? Est-ce que c'est divulgué? Est-ce que c'est connu? Il y a une bataille que nous menons aujourd'hui. L'année prochaine, il y a même une activité que nous allons organiser pour justement faire la promotion de cette loi, particulièrement aussi l'aspect qui concerne la protection des données personnelles. Alors, beaucoup de gens ne savent pas qu'aujourd'hui, par exemple, les droits des personnes concernées par le traitement des données, par les FinTech par exemple, sont garantis par la loi. Par exemple, il y a le droit à la rectification, le droit, parce qu'une donnée peut être mal enregistrée par exemple, il y a le droit à l'effacement, il y a plusieurs droits qui sont reconnus aux personnes. Même certaines personnes ne savent pas qu'ils ont le droit d'aller même demander à ces FinTech la finalité de leur traitement. Comme je l'avais dit tantôt, on peut traiter les données, mais il y a des principes qui ont été imposés par la loi. Et il y a des limites qui ont été fixées par la loi. Notamment, il faut avoir le consentement de la personne et voilà. Dans les principes, il y a ce qu'on appelle par exemple les principes de la finalité. Pourquoi est-ce que vous voulez traiter mes données? Les gens ne le savent pas. Il va quelque part, on lui dit, bon, vous allez faire une opération, enregistrer votre nom, n'importe quelle information sur vous, mais il ne sait même pas demander pourquoi vous me demandez ça, est-ce que c'est important? C'est son droit. Donc, aujourd'hui, l'une des manières, par exemple, j'apprécie les questions que vous posez, c'est une manière de faire comprendre aux gens que vous avez des droits.
et de faire comprendre aux fintech que vous avez des obligations légales qui s'imposent à vous et que vous êtes tenu de respecter. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Alors, par rapport à la rapidité de l'innovation, comment on appelle ça, fintech, est-ce qu'on peut se dire vraiment que la réglementation dans notre pays, en RDC, et bien sûr dans d'autres pays d'Afrique, est vraiment à la hauteur? J'irai plus loin d'ailleurs pour dire que je pense, à mon avis, c'est un avis personnel, que généralement l'aspect juridique a souvent juste un pas de retard sur l'aspect technologique. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui en Europe, on est en train de débattre sur un règlement qui portera sur l'intelligence artificielle. Elle n'est pas encore entrée en vigueur, ce règlement, mais la question a déjà beaucoup évolué. Mais la loi, elle vient à peine. Nous, d'ailleurs, on n'en a pas. On attendra encore quelques années pour l'avoir. Ça veut dire simplement que les technologies semblent évoluer plus vite que les textes juridiques. C'est normal parce que les experts, les ingénieurs, tout ce monde qui intervient dans le cyberespace ne passe pas son temps à dormir, mais à inventer des choses. Alors, quels sont les mécanismes ou les pratiques que les fintech devraient mettre en place pour sécuriser les données de leurs utilisateurs? Alors, une stratégie que vous, en tant qu'expert, pourrez leur proposer de mettre en place pour que leurs données soient toujours bien protégées? Alors, moi, si je dois donner des conseils, il y en a plusieurs, mais si je dois donner de manière ramassée, la première des choses que je proposerai aux fintech, d'abord, d'avoir à l'interne de leur fonctionnement ce que je peux appeler une charte de bonne conduite. Il faut que les personnes qui touchent à ces données, qui traitent ces données, ou il faut que les personnes qui travaillent au sein d'une fintech puissent avoir une certaine conduite qui ne l'expose pas. Parce qu'une personne peut être la porte par laquelle le danger est venu. Et deuxièmement, à part la charte, il faut développer, appuyer les gens. Dans cette charte, il y aura plusieurs dispositions, mais il faut aussi appuyer les initiatives telles que le recours à ce que moi j'appelle les ethical hackers. Bon, ils existent déjà, les hackers éthiques. Les ethical hackers, comme on les appelle en anglais, ce sont des personnes qui sont là pour aider les entreprises à évaluer leur niveau de vulnérabilité. Ça veut dire que lui, il essaie de faire une attaque pour vous montrer qu'ici, vous avez des failles, ici, vous n'en avez pas. Donc, deux fois, ici, c'est pas évolué. Au Congo, en Europe, ça évolue. Et aux USA, ça permet aux entreprises d'anticiper les attaques, de comprendre quelles failles ils ont et éventuellement de pouvoir prendre les dispositions nécessaires. Alors, même par rapport à ce genre d'attaque, aujourd'hui, il y a un système qu'on appelle système d'authentification biométrique qui utilise plusieurs fintech aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se dire vraiment qu'ils ont raison d'être ou bien ça ne provoque pas mettre encore en danger leurs utilisateurs? Alors, moi je dirais cela a toute sa raison d'être. Est-ce qu'ils peuvent vraiment le faire confiance? Est-ce qu'ils peuvent vraiment faire confiance à ces systèmes-là d'authentification biométrique? Je pense qu'ils peuvent faire confiance, mais en matière de cybersécurité ou de la sécurité du numérique, il est toujours conseillé de pouvoir diversifier les méthodes et le mode d'authentification. On peut pas rester seulement sur un aspect biométrique, par exemple. Mais, attention, quand on parle de biométrique, les données biométriques sont des données qu'on appelle données sensibles. Elles jouissent d'une protection particulière que la loi leur accorde. Alors, ça veut dire quoi? Quand on va dans le sens de traiter des données biométriques, on amplifie encore les sanctions qui peuvent tomber sur soi lorsqu'on néglige la protection de ces données. Mais c'est dire, quel côté mauvais ou bon voyez-vous dans l'utilisation des données par les fintech? Le côté mauvais, c'est qu'il faut commencer par le côté mauvais, c'est que comme je l'ai dit, j'encouragerais plus qu'il y ait plus de protection, dans le sens de cacher les vraies identités des personnes, notamment. Qu'il y ait de moins en moins de choses qui exposent l'identité des personnes concernées par le traitement. Le côté bon, je trouve, c'est le fait que ça rend un peu plus fluide les opérations financières, parce qu'aujourd'hui, on peut se passer de la technologie. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'avantages dans ça. C'est un peu plus fluide et tout, mais bon, il faut toujours veiller à ce que l'on puisse protéger les informations personnelles. Tous ces utilisateurs disséminés dans le monde, aujourd'hui, on peut compter beaucoup de fintech, bien que l'écosystème ici dans notre pays prend de plus en plus conforme, on manque quand même au créneau. Comparativement peut-être au Nigeria ou à d'autres pays, on est encore loin. Mais aujourd'hui, en RDC, nous pouvons compter encore certaines fintech. Alors,
tous ces utilisateurs-là, quelle assurance vous, en tant qu'expert en cybersécurité, vous pouvez leur donner par rapport à leurs données personnelles récoltées par toutes ces compagnies? Alors, par rapport à la question, moi je dirais personnellement, l'assurance qu'il y a, c'est le fait qu'aujourd'hui, les textes ont évolué. Pourquoi je le dis? Parce que sans les textes, les gens pouvaient traiter les données comme ils voulaient. Moi, étant avocat ou étant dans le domaine du numérique, je sais que dans le cyberespace, il y a plusieurs réalités, mais nous ne maîtrisons pas toujours tout parce que ce qui se passe à l'intérieur d'un organisme, d'une entreprise, nous ne sommes pas là pour contrôler ce qu'ils font. Mais dès lors qu'il y a des dispositions légales qui les contraignent à certaines obligations, il y a une assurance de savoir qu'ils sont tenus de les respecter. Et dès lors qu'ils ne le font pas, aujourd'hui, et j'insisterai toujours pour ça, j'encouragerai les auditeurs à vraiment être regardants. Aujourd'hui, il y a des droits qui sont garantis. Il faut que les gens apprennent à jouir de leurs droits, à savoir qu'ils ont des droits garantis et qu'ils peuvent jouer et même bénéficier des dommages et intérêts si jamais il y a une action en justice qui aboutit en leur faveur. Le futur commence ici. Nous le disons comme ça dans ce plateau. Dans le futur, comment voyez-vous la gestion des données personnelles déjà? Alors, par rapport à la question, je pense qu'à l'avenir, les consommateurs, s'il faut qu'ils s'attendent à des avancées ou de progrès en termes de protection des données qui sont traitées par les fintechs, je pense qu'il y aura des améliorations. Parce que dès lors que la loi impose certaines choses, dès lors qu'il y a une avancée sur le plan juridique, je pense qu'il y a des mesures qui sont prises par les fintechs davantage. Donc je pense qu'il y aura plus de mesures techniques, il y aura plus de mesures juridiques, il y aura plus de mesures organisationnelles, il y aura plus des mesures préventives qui vont garantir une certaine protection des données des utilisateurs de fintech ou des clients de fintech. Alors, merci Maître Diao d'avoir répondu à notre invitation. Alors, un mot par rapport à ces plateaux, par rapport à Fintech Police. C'est une initiative que je loue beaucoup. C'est même une première. Une première, et je pense que ça va être une grande contribution. Vous n'avez pas idée de ce que ça peut apporter à des milliers d'utilisateurs comme information, mais aussi aux fintech comme information aussi ou comme idées, propositions qui peuvent les aider à éviter des éventuelles poursuites judiciaires dans l'avenir ou des choses comme ça. Alors nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Merci sincèrement. Alors ce n'est pas une dernière. J'espère qu'alors qu'on aura toujours besoin de vous, vous répondrez à nos invitations. Non, en tout cas, je serai très ravi. C'est d'abord un honneur pour moi d'être reçu sur ce plateau. Et je serai toujours ravi. Mes portes sont toujours ouvertes pour intervenir. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup.